l'immense bonheur, la grande fierté de recevoir quelqu'un dont on ne s'attendait pas forcément à un lien avec l'Algérie. Il est né en octobre 73. Ah, ben, en plus, c'était votre anniversaire il y a quelques jours de ça. Quand on évoque votre Algérie à vous, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Merci, cher Samia Arab. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis honoré Merci. de participer à votre projet et de pouvoir évoquer encore une fois ces racines algériennes qui sont si précieuses pour moi. D'abord, en fait, aussi bien ma famille paternelle que ma famille maternelle ont leurs racines en Algérie. Mon père est né à Alger, ma mère est née à Oran, et ont eu une longue histoire où, d'un côté comme de l'autre, ils étaient en aller-retour entre la métropole et l'Algérie française à l'époque. Et il y a eu des membres de ma famille presque depuis le début de la colonisation de la France en Algérie. Donc c'est une longue histoire. Mes ancêtres ont effectué un peu tous les métiers, hein, médecins, fonctionnaires, employés de mairie, trafiquants, conducteurs de diligence. Il y a vraiment eu tout à travers les siècles. Et ça fait partie de mon histoire. Il y a des choses très importantes pour la famille qui se sont passées en Algérie. Donc, pied noir, si on veut, d'un côté comme de l'autre, même si mon père n'employait jamais ce mot et ne l'aimait pas particulièrement. Pour tout ce Et que ça reflétait, ouais, c'était pas forcément. certains le revendiquent, d'autres le voient comme une humiliation. Ce qui est sûr, c'est que ma famille a souffert de l'arrivée du rapatriement, en particulier ma famille paternelle. Beaucoup de biens ont été perdus, mais aussi il y a eu un accueil qui a été médiocre de la part de la population et de la société à l'époque. Et j'ai des souvenirs, beaucoup de souvenirs que me racontaient mes grands-parents en particulier. Ma grand-mère paternelle qui parlait beaucoup de l'importance de la vie en Algérie, de combien c'était un environnement doux pour elle dans ses souvenirs. Mon grand-père maternel qui me parlait des discriminations qu'il avait eu à souffrir dans la marine parce que lui, avec ses racines algériennes, était moins considéré que d'autres pour faire carrière. Et évidemment, ça a contribué à mon identité. Je suis le seul membre de la famille à être jamais retourné en Algérie. Donc, C'était une volonté ou c'est l'histoire qui a fait qu'à un moment, vous n'aviez pas le temps, c'est pas par désintérêt, par exemple. euh, tout naturellement, d'abord, quand j'étais en âge de voyager, quand ça se présentait, c'était les années noires, les années 90, où il ne fallait pas visiter l'Algérie. Et en gros, dès que ça a commencé à être possible à nouveau, j'ai été en discussion en tant que mathématicien avec des collègues pour savoir comment organiser un colloque, comment me retrouver à faire des visites où je pourrais revenir sur ce sol qui, avec l'héritage familial que ça représente, et contribuer à faire à l'avancement des sciences, des connaissances. Et ça a pu finalement se faire avec des collègues mathématiciens algériens. Il y a un petit groupe qui m'a pris en charge, avec qui je suis devenu très ami, avec qui j'ai traversé l'Algérie de part en part hein, pour des conférences à Sidi Bel Abbès, à Oran, à Alger, à Ouargla, à Bougie et ailleurs. Et avec à chaque fois des conférences publiques, des discussions sur le rôle de la mathématique dans le monde d'aujourd'hui, et ainsi de suite. Ça, c'était un engagement scientifique ou d'articulation entre science et société. J'ai rencontré systématiquement les ambassadeurs successifs de France à Alger, rencontré un certain nombre de responsables, de membres du gouvernement, de Wali, et insistant vraiment sur ce côté scientifique. Et puis, ça s'est doublé d'un engagement politique, celui sur Maurice Audin. J'ai été assez tôt exposé à l'affaire Maurice Audin, d'abord parce que je connaissais personnellement les enfants de Maurice Audin, Pierre et Michel, tous les deux mathématiciens. L'une a fait de la recherche et maintenant elle écrit des ouvrages qui ne sont pas particulièrement mathématiques aussi d'ailleurs, des romans historiques et des choses comme ça. Et puis Pierre qui a fait de la vulgarisation mathématique, en particulier au Palais de la Découverte, et que j'ai côtoyé pendant longtemps, même avant même de savoir de comprendre qui était Maurice Audin et quel était son combat. Vous avez plusieurs affinités, plusieurs points communs au Il y avait final. des affinités. Et comme en plus l'Institut Henri Poincaré que je dirigeais
avait dans ses administrateurs des personnes très engagées sur l'affaire Maurice Audin. Je pense en particulier à feu Gérard Tronel. J'ai pu côtoyer l'association des mathématiciens engagés comme Michel Brouet, l'ancien avocat, l'avocat de la famille Audin. Et donc, tout naturellement, j'ai repris le flambeau quand il s'est agi de porter au sommet de l'État les revendications par rapport à la reconnaissance par l'État français de l'assassinat de Maurice Audin, et aussi la reconnaissance des pratiques de torture qui avaient lieu pendant la guerre d'Algérie. Donc tout ça a mené à une déclaration que je qualifierais d'historique du président Macron. C'était le 13 septembre 2018, où a été reconnue dans une lettre adressée à Josette Audin, la veuve de Maurice, une lettre qu'il a tendue en main propre à Josette Audin chez elle. Et donc, il a reconnu à la fois la vérité de l'assassinat de Maurice Audin, mais aussi de la torture comme un système organisé. Et donc, c'est quelque chose dont je suis très, très heureux et très fier d'avoir pu participer par prise de position publique et aussi par mes relations avec l'équipe du président Macron à ce que ça puisse se faire. Pour revenir à la question familiale, vous évoquez cette double identité, en tout cas l'Algérie qui fait partie de votre histoire familiale, avec, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, je veux bien qu'on y revienne, un vécu qui peut être différent, que ce soit du côté paternel ou maternel, et la révélation ou l'expression qui ne se fait pas forcément toujours de manière facile. On sent beaucoup de souffrance dans cette histoire algérienne. Beaucoup de souffrance, beaucoup d'amour et des choses extrêmement contrastées. Sur les 3 grands-parents que j'ai connus, il y en avait une, ma grand-mère paternelle, qui en parlait régulièrement, beaucoup, et qui parlait de cette espèce de paradis perdu, et qui montrait des photos, et qui avait des histoires. Et puis son mari, mon grand-père, qui n'en parlait jamais. Il y avait mon autre grand-père qui en parlait à l'occasion, quand on lui demandait, quand on demandait de préciser. Donc il y avait ces histoires différentes. J'ai un oncle qui n'en parlait jamais jusqu'au jour où, à l'enterrement d'un de ses frères, il s'est mis à se lâcher et à évoquer des souvenirs douloureux, horribles, des images de cadavres, de massacres, à la grande stupéfaction même de ses enfants. C'est tout ce défoulement public, ces choses qui avaient besoin de sortir, il n'en avait jamais parlé à sa famille même. Donc il y a, comme souvent dans des affaires, dans des lourds secrets de famille, des choses, des attitudes extrêmement variées. Vous êtes allé en Algérie à plusieurs reprises depuis effectivement votre participation à la reconnaissance de l'assassinat de Maurice Audin. Vous sentez chez vous également quand vous mettez le pied en Algérie? D'abord, c'était fait dans des situations assez particulières. Quand je suis revenu, donc dans le vol que je prenais, le pilote m'a reconnu et m'avait proposé de venir dans le cockpit. À l'époque, les règles de sécurité étaient moins dures que maintenant et ça pouvait encore se faire. Oui. Et donc, c'est dans le cockpit depuis le cockpit que j'ai pu découvrir l'Algérie pour la première fois, des conditions extrêmement, extrêmement belles. Quand j'ai raconté ça à ma grand-mère, elle était extrêmement fière. Et je suis allé à la rencontre de souvenirs familiaux sur les instructions de ma grand-mère. Je suis allé retrouver l'immeuble et l'appartement dans lequel elle avait vécu, aux 3 rue Littré, à Alger, près de la Casbah. Il y a eu tout un article de journal d'ailleurs sur les personnalités du monde intellectuel qui se sont succédées, qui ont passé par le 3 rue Littré. Albert Camus y est passé. Il y avait des auteurs, des écrivains, des peintres qui passaient par là, le peintre Assu par exemple. Je suis allé à la rencontre de la tombe de mon arrière-grand-père, une belle statue, un ange. J'ai cherché à retrouver la maison natale de mon père. Je n'ai pas réussi, tout avait été un peu chamboulé, mais ce que m'ont dit les gens sur place, chaque fois que je leur parlais de cette quête, des rues, quand on trouvait à l'université où avait été mon grand-père, quand on retournait quand je cherchais la tombe de mon grand-père, tout ça, ou quand j'étais sur les traces de la maison de mon père, ce que me disaient les résidents sur place systématiquement, c'était « vous êtes ici chez vous, tu es ici chez toi ». Et ils ont vraiment insisté là-dessus sans la moindre hésitation. Quand vous évoquez la tombe de votre grand-père, j'imagine que c'est au cimetière Saint-Eugène, c'est ça?
Oui, le cimetière Saint-Eugène. Que J'ai j'ai vu à cette découvert. Moi, occasion combien il est bien tenu. Oui, oui, je confirme. J'ai fait une vidéo un peu dans la même perspective. J'avais accompagné un ami médecin qui cherchait la tombe de son père. Et c'est vrai que j'ai pu constater ô combien, malgré la réalité qui est que beaucoup de cimetières chrétiens ou israélites ont été détruits volontairement, le cimetière Saint-Eugène, donc à présent Bollorine, est particulièrement entretenu. On avait même eu accès aux archives, vous savez, les registres d'archives avec cette belle écriture qui permettait de retrouver. Oui, absolument. Très Oui, belle écriture à l'ancienne. oui. Le cimetière israélite est un peu moins bien conservé, c'est ce que j'ai pu constater aussi. Je fais partie d'une association qui, milite pour soutenir pour soutenir le cimetière Saint-Eugène. Oh, génial, vous apprenez encore quelque chose aujourd'hui. À l'invitation, oui, d'un de mes amis, le professeur Denis Boumandil, qui lui aussi qui a des racines extrêmement fortes en Algérie. Vous espérez que à l'instar de la reconnaissance du crime à l'encontre de Maurice Audin, l'histoire soit en marche et que tous ces assassinats ou ces suicides déguisés, comme on l'a évoqué, et ça a été reconnu depuis l'assassinat déguisé de l'avocat Ali Boumendjen, vous pensez qu'effectivement, on ne peut pas aller contre son histoire et que la marche est enclenchée, qu'il faudra aller au bout de ces histoires et que le président Macron, en l'occurrence, a le courage de se lancer dans ce défi, sachant la politique, l'actualité actuelle qui rend qui rend les relations franco-algériennes un peu tendues, dirons-nous. Oui. On ne peut pas aller contre le sens de l'histoire. Oui, je crois très fermement, non, on ne peut pas aller contre le sens de l'histoire. Alors, je dois nuancer ça aussitôt. Quand on voit qu'en Afghanistan, l'histoire va à rebours, quand on voit qu'en Chine, les pires pratiques pour la démocratie sont en vigueur. Non, il y a des pays dans lesquels on va au rebours de l'histoire, ou en tout cas au rebours du progrès. Cependant, le sens de l'histoire, c'est celui d'une reconnaissance de ce qui s'est passé. Ça peut durer très longtemps, et ce qui a rendu le cas de Maurice Audin aussi emblématique, c'est d'abord il y avait une personnalité, un personnage extrêmement fort. Maurice Audin, c'est devenu un symbole pour le peuple algérien. La place Maurice Audin, c'est la place où l'on se réunit pour, chaque fois qu'on veut manifester en Algérie son amour des libertés. Et donc, c'est une personnalité extrêmement forte. Je me souviens, un jour, j'accompagnais Pierre Audin dans un voyage en Algérie et j'ai vu le regard, l'admiration de l'officier de sécurité qui nous contrôlait à l'entrée quand il a compris que c'était le fils de Maurice Audin. Vraiment, c'était il était absolument ébloui, bien plus par le fils de Maurice Audin que par moi, le mathématicien décoré. Donc j'ai pu voir toute l'importance extraordinaire qu'avait Maurice Audin. Et c'était très important que puisse se faire cette reconnaissance. J'insiste sur le fait que si le président Macron et son équipe n'avaient pas pris ce problème à bras le corps, je pense à des gens en particulier comme Sylvain Faure, qui à l'époque était son conseiller mémoire, je pense à l'amiral qui, à l'époque, auprès du président Macron, a fait les allers-retours entre le président et l'armée pour qu'un accord soit trouvé à ce sujet. Peut-être que les choses ne se seraient jamais passées, l'amiral Rogel. Et il était temps. Josette Audin est décédé moins d'un an après la déclaration qui a été faite par le président Macron. Et donc, je salue ce travail de mémoire dans la même veine que la mission qui a été confiée à Benjamin Stora pour une meilleure reconnaissance de l'histoire franco-algérienne, de quelques dossiers qui demandent toujours à être abordés avec l'exigence de vérité. Je pense au dossier des essais nucléaires dans le Sahara. Et c'est quelque chose qu'il a fallu accompagner avec énergie. La première chose, avant de parler de réparation, avant de parler de réconciliation, tout ça, c'est de reconnaître la vérité historique, ce qui s'est passé, de ne pas persister dans le mensonge ou le déni. Pendant des décennies, l'armée française et la France déclaraient Maurice Audin s'est évadé et nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Évidemment, c'est un mensonge. Et d'avoir pu reconnaître la vérité est la première étape indispensable.
Aujourd'hui, les relations, au moment où nous parlons, les relations entre la France et l'Algérie sont un peu compliquées. J'avoue que je suis préoccupé par non seulement par le dialogue, mais par les derniers développements démocratiques en Algérie. J'ai fait partie des soutiens de certains des militants du Hirak qui ont été emprisonnés, de certains journalistes qui ont été arrêtés pour avoir simplement effectué leur métier de journaliste. Et je me suis engagé dans ces dossiers, de même que Pierre Audin d'ailleurs, et de même que beaucoup des gens qui avaient milité sur le dossier Audin, avec la ferme conscience que certes, ce n'est plus le travail, ce n'est plus le rôle de la France que d'ingérer dans les affaires algériennes. Et quand je suis là, quand je m'engage sur tel dossier, ce n'est jamais par rapport à la politique algérienne, mais toujours par rapport aux droits fondamentaux des libertés, par rapport aux droits démocratiques du peuple algérien. Là, c'est votre cri de citoyen français, votre cœur de citoyen français qui parle, mais l'histoire devra être un moment connu aussi par les citoyens algériens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, parce qu'on ne peut pas parler de passion douloureuse, comme l'évoque à juste titre Benjamin Stora dans son livre consécutif au rapport qu'il a rendu il y a quelques mois au président Macron. On ne peut pas parler de passion douloureuse et ne régler cette histoire que de manière unilatérale. Ça va sans dire. On pourrait donner un message. On m'a conseillé, il n'y a pas longtemps, alors, l'Olivier de Makouda, ça a été écrit par le beau-frère. On parlait de Maurice Audin. Attendez, c'est le beau-frère de Maurice Audin, Christian Bueno, qui raconte. Il était enseignant en Kabylie. Il raconte voilà, cette période-là de l'enlèvement, de la disparition plutôt de Maurice Audin. Tout est accessible maintenant, tout est en ligne. Donc, c'est un message qu'il faut passer aujourd'hui. On peut se parler, on peut ne pas être d'accord, mais il n'y a rien de mieux que d'échanger pour avancer. C'est terrible, effectivement, de rester à ignorer l'histoire, et puis ça passera forcément à un moment ou à un autre par l'accès aux archives. Ça, c'est une autre problématique qui est portée dans les revendications, entre autres par le rapport de M. Stora. Je pense que c'est fondamental. Et de la même façon que pendant des années, des décennies, le comité Maurice Audin a revendiqué l'accès aux archives pour le cas Audin, de la même façon, il est légitime qu'il y ait un accès aux archives de tous les côtés sur la guerre d'Algérie. Que vous évoquiez effectivement le Hirak et la place Maurice Audin, où j'ai souvent traîné mes guêtres. Moi, déjà toute petite, c'était un peu mon quartier général, effectivement, à 2 pas de la Grande Poste. Votre regard est tourné vers l'Algérie, vers l'Afrique du Nord. Je compte bien retourner en Algérie. Pour les raisons que je vous évoquais, c'est un pays qui est cher à mon cœur, mais aussi c'est un pays qui déborde, qui regorge de jeunesse et de compétences. L'un de mes médecins habituels est algérien, certains de mes collaborateurs de travail ont été des Algériens, etc., etc. Il y en a tant et tant, et je les ai vus en sciences, je les ai vus en politique, je les ai vus dans l'ensemble des segments de la société, que c'est un pays avec lequel notre destin français est lié. Et je compte bien retourner et continuer ce travail d'échange sur les 2 rives de la Méditerranée. Je compte bien aussi participer à ce qui pour moi est le grand enjeu complémentaire du travail de mémoire, c'est l'enjeu de construction du futur, des coopérations scientifiques, des grands projets à une époque où les enjeux, les défis écologiques, culturels sont immenses, et nous avons à travailler sans relâche sur la construction d'un meilleur accès à l'énergie, d'une préservation de l'environnement pour éviter la pollution de la Méditerranée, pour travailler une meilleure intégration des différents peuples autour de la Méditerranée. Bien sûr que la relation entre la France et l'Algérie a vocation à jouer un rôle majeur dans tout cela. Je garde dans mon bureau des souvenirs de certains de ces voyages en Algérie. C'est très variable, hein. Il y a l'une de mes araignées qui m'a été offerte par un wali lors d'un voyage. Il y a une grande clé d'une cité pas loin du désert, près de Ouargla. Il y a des grandes affiches, il y a des petits bibelots. La première fois que je suis allé en Algérie,
j'en suis revenu avec, je pense, 50 kilos L'excédent de de bagages. bagages. Écoutez, j'ai dû revenir. De toute façon, j'avais des allers-retours à faire, donc j'ai dû les rapporter en 2 voyages. Il devait y en avoir 50 kilos. C'était monstrueux. Il y avait des vêtements, il y avait des régimes de dates, il y avait des tableaux, il y avait des statuettes, il y avait des bibelots, il y avait des livres et encore des livres. C'était incroyable, incroyable. Donc toute la générosité de mes hôtes qui s'était exprimée à cette occasion. Et peut-être le plus précieux de tout, les souvenirs que je garde en tête de mon bref passage dans le désert. Le désert, c'est un environnement incroyable, c'est des grands horizons à perte de vue, c'est la culture des peuples du désert. Pour vous, le mathématicien, la notion d'infini prend toute son importance quand on est dans le désert. Ouais. Et la méditation qui va avec. On voit combien le désert a pu aussi forger de culture. J'ai l'habitude de travailler avec un artiste touareg qui, vous savez, c'est avec ses bijoux fascinants par leur motif. J'ai l'une de mes araignées qui est ornée d'un symbole kabyle, comment vous appelez ça, la fibule, Oui, oui, oui. symbole de connexion, ce qui permet d'agrafer les capes. Oui. Et j'aime bien penser à cette araignée, à cette fibule, comme un symbole de ce lien qu'on a le devoir de faire entre les différentes sociétés. Et ça fait partie de mon destin que de participer à cette rencontre entre peuples à travers, en particulier, le partage des sciences. Tout ce qui nous rapproche, c'est liens indéfectibles. Et sans tomber en termes de conclusion dans l'image d'Épinal, effectivement, j'imagine que vous avez le sentiment d'avoir un peu bouclé l'histoire familiale, en tout cas de fermer le livre, cette histoire que vos grands-parents ont vécue, peut-être d'y apporter une fin plus apaisée. Le livre, je pense qu'il y a d'autres pages à construire dans le futur, mais oui, pour certains membres de ma famille, je pense en particulier, je reviens encore sur ma grand-mère, mais aussi mon grand-père en l'occurrence, avoir vu l'un de leurs petits-enfants retourner en Algérie et recevoir un si bon accueil, pouvoir échanger, partager, ça mettait un peu de baume sur les cicatrices d'une plaie qui reste ouverte. Merci pour ce magnifique message. Merci infiniment, Cédric Villani, depuis Paris. On va continuer à préserver encore, à respecter les gestes barrières, même si j'espère, dans quelques semaines, on sera complètement sorti de cette situation qui nous pénalise un petit peu, qui nous tient souvent loin de nos proches, en tout cas pour ma part, loin de l'Algérie. Merci vraiment de ce précieux témoignage.